Ne sait plus comment les demander. Volodymyr Zelensky s'échine à réclamer des armes et à plus forte raison des fameux missiles américains ATACMS. Selon lui, cette arme, elle pourrait faire totalement la différence sur le terrain et apporter une victoire à son pays. Pour tout comprendre, c'est le temps des cartes. Le temps des cartes qu'on réalise aujourd'hui à distance avec vous, Michel Polaco. Bonjour à vous et merci d'être en direct sur LCI. Vous êtes expert en aéronautique, en questions de défense et nucléaire. Alors avant tout ça, il convient déjà de se pencher sur ce qu'est concrètement l'ATACMS. L'ATACMS, vous voyez cet acronyme, c'est pour missile balistique sol-sol tactique tiré par un lance-roquettes. Alors si on essaye, Michel Polaco, de noter cette arme, selon vous, sur une échelle de 1 à 10, à quoi on doit s'attendre? Est-ce que c'est une arme qui est vraiment perfectionnée, qui est vraiment précise aujourd'hui? Alors c'est une arme qui a plus de 40 ans, il ne faut pas l'oublier. Les premières ont été tirées lors de la première guerre du Golfe en 1991. Ensuite, en 2003, lors de la seconde guerre du Golfe, les Américains en avaient tiré 31, je crois, la première fois et 240 la seconde. Au total, il y en a à peu près 4 ou 500 qui ont été tirés, mais ils en ont cessé la fabrication. Alors c'est un missile sol-sol balistique de courte portée, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à 300-400 km. On pourrait presque le comparer au V1 allemand, au V2, pardon, au V2 allemand, qui avait environ 300-400 km de portée, mais qui avait une charge beaucoup plus lourde. Alors lui, il a une charge qui est un peu moins lourde. C'est une arme offensive, plus que défensive. C'est une arme efficace. C'est une arme qui est un peu ancienne, qui n'est pas d'un usage très simple. On peut l'utiliser soit à partir de lance-roquettes multiples sur chenilles, soit à partir de lance-roquettes multiples installées sur des camions à roues. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que cette arme change la donne complètement dans un tel conflit. Alors, il y a plusieurs types d'ATACMS, on verra ça dans un instant, mais d'abord, quel pays l'utilise? Eh bien, regardez, tous ces pays l'utilisent ou vont l'utiliser. Bien sûr, les États-Unis, l'Australie, il y a également le Maroc, la Turquie, il y a la Pologne, il y a la Roumanie, la Lituanie, il y a également un petit peu plus loin, si on regarde, la Corée du Sud et Taïwan. Pourquoi il n'y a pas plus de pays qui l'utilisent? Est-ce que c'est une norme? Est-ce qu'il y a des équivalents pour d'autres pays? Comment ça se passe? Alors d'abord, aucun pays ne l'utilise puisqu'il n'y a absolument aucun pays qui actuellement pratique une guerre dans laquelle ce genre de missile sol-sol puisse être utilisé, sauf l'Ukraine face à la Russie. Mais il existe d'autres armes du même style qui ont des effets à peu près comparables, soit en missiles de croisière, soit en missiles balistiques. Pour ce qui nous concerne, nous les Français, nous avons un certain nombre d'armes dans notre panoplie qui sont capables de ce genre de mission. Et en fait, si vous voulez, le plus intéressant dans ce genre d'armes, ça n'est pas seulement le porteur et la charge qu'il transporte, c'est surtout son système d'aide au tir, à la précision du tir, au calcul du tir. Et dans ce domaine-là, l'attaque MS commence à être légèrement dépassée. Du reste, les Américains ont cessé de le construire depuis, je crois, une quinzaine d'années et sont en train de développer un successeur qui s'appellera le Strike Missile, Precision Strike Missile, c'est-à-dire le missile de précision. Et donc, ça indique bien que, pour l'instant, la précision de l'attaque MS n'est pas une précision immense. Cela dit, pour les Ukrainiens, ça pourrait avoir un intérêt particulier, je dirais notamment pour ce qui est des tirs en direction de la Crimée. Voilà. Justement, on va en reparler dans un instant, mais d'abord, il faut bien rappeler que les États-Unis ont déjà donné des attaques MS à l'Ukraine. C'était en octobre 2023. Qu'est-ce que ça a concrètement changé sur le terrain pour l'Ukraine ? Ben, ça n'a pas changé beaucoup la donne pour une raison simple, c'est que ces armes sont distribuées avec parcimonie et bon escient du fait de la faible quantité qui est disponible. C'est vrai que la plupart des pays occidentaux qui développent tous ces systèmes d'armement, depuis une trentaine d'années, ont considéré qu'on touchait les dividendes de la paix, qu'on réduisait les stocks parce que les stocks ça coûte cher, qu'en plus
les munitions se périment et donc à partir d'un certain moment, ce sont des investissements perdus. Donc c'est vrai qu'il y en a peu. Deuxièmement, les pays qui en possèdent ne sont pas très chauds pour tout donner ou pour donner une part importante de leur stock parce qu'ils veulent en conserver pour eux-mêmes. Et je dirais même qu'avec la nouvelle étape qui existe actuellement dans l'escalade des relations entre les pays occidentaux et la Russie, eh bien, chacun se dit, bon, et si d'aventure il nous était donné d'être obligé d'intervenir, avec quoi le ferions-nous? Donc du coup, ça réduit encore un petit peu la disponibilité des armes qui pourraient être remises à l'Ukraine. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que les attaques AMS qui ont déjà été livrées, c'était, j'allais dire, la précédente génération, ceux qui ont une portée de 165 km maximum. Sauf que, en effet, les Ukrainiens aujourd'hui demandent les attaques AMS 300. 300 comme 300 km de portée. Alors, sur un territoire comme l'Ukraine, qu'est-ce que ça change? Une carte très simple pour nous en rendre compte. Voilà. En vert, on voit la portée d'un HIMARS classique. Ensuite, en jaune, vous voyez la portée des fameux attaques MS actuels, donc de 165 km de portée. Et en rouge, on voit que là, en revanche, on va beaucoup plus loin. 300, on peut, comme vous le disiez, couvrir jusque l'ensemble du territoire de Crimée. Et ça, en revanche, ça peut faire une différence, Michel Polaco. Oui, alors ça peut faire une différence parce que si vous voulez créer de l'insécurité, de l'inconfort, voire un front actif, même si ce n'est que par des armes sol-sol sur la Crimée, c'est un véritable problème pour la Russie parce que c'est très difficile de gérer à la fois les opérations sur le territoire ukrainien qui entoure la Crimée et en même temps en Crimée. La Crimée est une zone qui est essentiellement peuplée de populations russophones. Les tirs doivent donc être quand même extrêmement précis et effectués avec beaucoup de parcimonie. D'ailleurs, c'est le même cas pour les Ukrainiens qui doivent faire très attention à leurs tirs en Crimée. Mais c'est vrai que déplacer le conflit sur la Crimée, ça donne le sentiment que la reconquête ou la tentative de reconquête ukrainienne se fait non pas uniquement sur un territoire qui, lui, ne serait pas cédé en admettant l'idée de perdre la Crimée, mais sur l'ensemble des territoires qui ont été conquis depuis 2014 par la Russie. Donc ça a un sens politique important, en plus du sens militaire. Michel Polaco, regardez, on a fait un petit travail de compilation sur des cartes. Ça nous a pris du temps, mais c'est quand même assez utile. Voilà la Crimée telle qu'elle est actuellement, et voilà ce qu'on peut observer si on essaye de lister l'ensemble des positions russes. Déjà, les bases maritimes, il y en a à cet endroit. Les bases aériennes, il y en a là. Les bases de tir de missiles, ici. Puis, les dépôts d'armes et de munitions, là. Et enfin, on a même, regardez, les logements des troupes, et également les télécommunications. On voit qu'effectivement, si l'Ukraine arrive à toucher ces positions russes, ça peut effectivement faire très mal. La Russie compte énormément sur ces positions, elles sont stratégiques. Alors ce sont des positions stratégiques, évidemment, pour la conservation de l'Ukraine d'une part, et deuxièmement pour la poursuite des opérations sur les territoires qui sont à l'ouest de la Crimée. Ça, c'est absolument certain. Bon, maintenant, si les Ukrainiens se lancent dans cette bataille de la Crimée, il va falloir qu'ils aient quand même des arrières solides, parce que ça élargit fortement le front. Et si ça élargit fortement le front, ça demande aussi des quantités de munitions absolument importantes, dont ils ne disposent pas. Vous voyez, les Français ont proposé de leur envoyer des missiles Mamba, c'est-à-dire l'Aster 30, qui est un missile très sophistiqué. Ce sont des armes de défense anti-aérienne, anti-missiles balistiques, très efficaces, qu'on compare aux Patriotes. Alors c'est pas tout à fait le même genre, mais c'est plus moderne. Ça a une portée moindre, mais ça a sans doute une électronique d'utilisation plus efficace. Et c'est vrai que ça permettrait presque d'interdire le ciel de Crimée aux Russes, ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, il faudrait disposer d'un nombre de batteries important et arriver à les disposer tout autour de la Crimée, ce qui n'est pas possible, puisque comme vous le voyez sur cette carte, il y a une bonne partie de l'entourage de la Crimée qui est une zone maritime que les Ukrainiens ne maîtrisent pas. Donc voilà, tout cela est quand même extrêmement complexe.
À chaque fois qu'on apporte un nouvel armement ou qu'on augmente la quantité d'un armement, on a une riposte de la part des Russes qui ont aussi une panoplie très importante d'armements. Ça prolonge d'autant les opérations terrestres ou les opérations aéroterrestres, mais ça n'est pas, pour l'instant en tout cas, déterminant. Merci beaucoup Michel Polaco d'avoir été avec nous pour ce temps des cartes consacré à cette attaque MS. On va justement se rendre en Ukraine à présent pour vous retrouver. Hélène Bonnet, vous êtes l'une de nos envoyés spéciaux justement en Ukraine. On imagine que les soldats ukrainiens, ils l'attendent de pied ferme cette attaque MS 300. Alors, quand on discute avec des militaires ukrainiens, de façon générale, ils attendent tout type de munitions avec impatience. C'est surtout les responsables ukrainiens qui eux, mettent l'accent sur cette attaque MS. Vous avez le président Zelensky qui ne cesse de les réclamer. Mais vous parliez de frilosité des Occidentaux à livrer ces missiles à longue portée. Eh bien, ici, on discutait il y a quelques jours avec le conseiller du président ukrainien, Mikhailo Podolyak, et il disait qu'il faut cesser d'avoir peur de la Russie. Les Européens sont déjà en guerre avec la Russie et il faut donc piocher dans les stocks. Il faut tout donner aux Ukrainiens pour qu'eux puissent mener la bataille, donc y compris ces missiles à longue portée. L'avantage dans l'esprit des Ukrainiens de ces missiles, c'est qu'ils permettraient effectivement de frapper en profondeur, comme ils l'ont fait au mois d'octobre. Ils ont déjà utilisé ces attaques MS, vous l'avez évoqué, contre 2 aérodromes. Ça avait fait des dégâts sur des hélicoptères, des munitions, et le président ukrainien s'en était félicité. Là, l'idée, effectivement, ça serait de continuer à frapper des points stratégiques en Crimée, avec, dans l'idée du président Zelensky, d'empêcher l'aviation russe de décoller et donc de menacer, comme elle le fait en ce moment, le territoire ukrainien. Mais aussi, ça permettrait d'assécher en quelque sorte l'approvisionnement sur le front russe, et c'est très important au moment où une offensive russe est attendue pour les mois de mai et de juin. Ça serait aussi un coup positif pour le moral des Ukrainiens. L'avantage aussi de ces missiles à longue portée, c'est qu'ils peuvent être tirés depuis le sol à bonne distance et donc de façon moins exposée, tandis que les missiles à longue portée que possède déjà l'Ukraine, les Scalp ou les Storm Shadow, se tirent avec l'aviation, et donc c'est beaucoup moins souple, et ils en ont des avions en très petite quantité.